Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence Loi de finances qui cette année se déroule sous un format un peu inhabituel qui est celui du webinar. Alors pour ma part, je suis Stéphanie Vandal, avocat associée au sein de notre bureau TAJ Lille et je vais avoir le plaisir avec mes confrères avocats fiscalistes de nos différents bureaux de région de vous exposer les principales mesures de la loi de finances. Alors avant toute chose, je vous souhaitais vous présenter à notre nom à tous nos meilleurs vœux pour cette année 2021 que nous espérons sincèrement très plus sereine. Alors, compte tenu du contexte économique difficile, de la chute du PIB de plus de 10 points, du montant de la dette publique qui représente aujourd'hui plus de 110% de ce même PIB, nous aurions pu craindre que les dispositions de la loi de finances conduisent à une augmentation du poids de la fiscalité et ce pour renflouer les caisses de l'État. Ce n'est heureusement pas le cas, le gouvernement ayant pris le pari de la reprise économique et ayant décidé de soutenir cette reprise en octroyant un certain nombre de baisse d'impôts dits de production. Mais avant de parler des impôts de production et donc de parler de fiscalité des entreprises et donc de vous présenter les principales mesures qui ont été adoptées en la matière, quelques mots sur la fiscalité personnelle. Et j'accueille pour ce faire Pierre-Emmanuel Cotte-Kilissi, qui est avocat au sein de notre bureau de Toulouse. Alors Pierre-Emmanuel, bonjour. Que peux-tu nous dire s'agissant de la fiscalité personnelle dans le cadre de la loi de finances? Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bien écoute Stéphanie, la trêve continue. Il faut se souvenir qu'en 2018, le gouvernement avait donné deux signaux forts pour l'investissement productif. La suppression de l'impôt sur la fortune pour le basculer vers un impôt sur la fortune immobilière et une réduction donc de la base taxable puisqu'elle a baissé de près de moitié. Et on a pu constater que cette baisse de la base taxable a été compensée par un retour des redevables de l'impôt sur la fortune. Ça, c'était le premier point de la réforme 2018, la trêve, qui continue puisque la flat tax est maintenue. La flat tax, c'était le deuxième dispositif fort en 2018. On va faire un petit peu d'archéologie fiscale, on va s'arrêter en 2012. Jusqu'en 2012, on avait un système assez léger de taxation des dividendes avec, pour ceux qui le souhaitaient, la possibilité d'opter pour un barème forfaitaire, enfin, pour ne pas opter pour le barème, et d'opter pour un prélèvement forfaitaire à 19%. En 2012, les dividendes ont été imposés comme tous les revenus. On a parlé de barémisation des dividendes. Eh bien, ces dividendes ont diminué de moitié, les entreprises ne versant plus à leurs actionnaires parce que l'imposition des revenus était trop élevée. En 2018, création de la flat tax avec un taux unique pour ceux qui le choisissent de 30%, majoré à 34% avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc on voit bien que quelque part, il y avait une trêve fiscale. Cette trêve fiscale continue aujourd'hui. Et ça, c'est quand même deux mesures qu'il faut noter. Alors, malgré ça, effectivement, une trêve, mais les contribuables ne semblent pas revenir en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que certes la trêve continue, mais le poids de l'impôt sur le revenu a quasiment doublé en 10 ans pour passer de 50 milliards à quasiment 90 milliards cette année. Et ça a entraîné, la courbe nous le montre, une continuité des redevables qui quittent la France et on va plutôt être sur les cédiles à autour de entre 100 et 300 000 euros de revenus. Ces gens-là qui maintenant partent parce qu'ils ont une pression fiscale qui est bien trop élevée. Donc une trêve certes, mais franchement assez limitée quand même. Alors cela étant, est-ce que dans le cadre de la loi de finances, il y a des dispositions saillantes de soutien à l'économie réelle? Alors voilà, effectivement Stéphanie, on a nous relevé, parce qu'on ne pouvait pas toutes les lister, mais 3 dispositions qui étaient saillantes et dans lesquelles le gouvernement montre qu'il veut continuer à drainer l'épargne des Français vers l'économie réelle, opposée à une économie de rentier, et il va soutenir l'investissement dans les entreprises. On a relevé 3 mesures qui sont assez saillantes. La première, c'est pour les salariés. Eh bien, dès lors qu'ils versent de l'argent sur leur plan d'épargne entreprise, l'abondement que fait l'entreprise est temporairement exonéré de forfait social de 20%. Donc on ne pénalise pas l'entreprise qui vient abonder, et ça c'est une mesure qui va inciter les salariés à abonder les PE et donc à renforcer les fonds propres. Deuxième mesure qui s'inscrit dans la même veine, ça c'est toujours pour les salariés, et bien désormais dans les ETI, sous réserve de certaines conditions, eh bien on va pouvoir avoir une exonération de contributions spécifiques de 20% pour les entreprises qui donnent gratuitement des actions à leurs salariés. Ici aussi, c'est de l'argent qui reste dans les caisses de l'entreprise, ce sont des capitaux propres, on veut renforcer
à la fois l'épargne salariale pour que les salariés se sentent investis dans l'entreprise et aussi les fonds propres dans l'entreprise. Troisième mesure, enfin, qu'on a retenue, c'est la réduction d'impôt sur le revenu qui est octroyée aux contribuables qui investissent dans les entreprises, la réduction IR-PME, qui voit son taux majoré de 25% maintenu pour au moins 2 ans. Mais ce sont quand même des très bonnes nouvelles. On peut aussi noter un petit coup de pouce au private equity où désormais on peut investir à partir de 5 000 € en abaissant le seuil d'entrée dans le private equity pour les particuliers. On essaye de drainer encore plus d'argent vers le private equity qui est censé investir dans nos entreprises. Alors il s'agit en effet de bonnes nouvelles, mais est-ce qu'elles vont avoir finalement un effet réel? C'est là où en fait effectivement on est peut-être à un jeu de dupes parce qu'il faut se souvenir que pour un foyer normal, le plafonnement des niches fiscales reste à 10 000 €. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que malgré tous les gestes incitatifs que peut donner le gouvernement à inciter les Français à investir dans l'économie réelle, on vous dit investissez, investissez, mais à côté de ça, le maximum des réductions d'impôts et crédits d'impôt que vous pouvez obtenir est plafonné à 10 000 €. On sait que la niche fiscale préférée des Français, c'est l'aide à domicile. Et cette niche-là occupe déjà beaucoup de place. Donc le tableau que nous vous présentons montre que pour quelqu'un qui fait déjà une dépense de 6 000 € qui donne droit à 3 000 € de réduction d'impôt, si à côté de ça, il veut faire une réduction d'impôt Pinel, et à côté de ça, faire une réduction d'impôt IR-PME, dans notre exemple, on voit bien que pour une réduction d'impôt théorique de 17 800, l'effet fiscal est plafonné à 10 000 €, ce qui revient quand même quelque part à duper les Français, parce que tant qu'on ne touchera pas à ce seuil de 10 000 €, eh bien, on ne pourra pas avoir d'effet réel sur nos incitations fiscales. Alors merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour ces explications. S'agissant maintenant de la fiscalité des entreprises, je vais accueillir Julien Dominguez, qui est avocat du bureau de Bordeaux, et Jérôme Zanetti, qui est avocat au bureau de Marseille, qui sont tous deux spécialisés en fiscalité des entreprises. Mais avant de leur passer la parole, j'aimerais vous présenter une mesure et une bonne nouvelle, à savoir que la trajectoire baissière de l'impôt sur les sociétés se poursuit. Alors, pour rappel, il avait été décidé il y a quelques années, pour permettre à la France de rester compétitive, notamment par rapport à ses voisins européens, de baisser progressivement le taux d'impôt sur les sociétés pour le ramener pour toutes les entreprises à compter de 2022 à 25%. Alors un petit point toutefois, c'est que ce taux de 25% n'est pas le taux réellement supporté par les entreprises, puisque à ce taux doit s'ajouter la contribution additionnelle, de telle sorte que finalement le taux d'imposition est plutôt de l'ordre de 26%. Eh bien, ce principe qui avait été posé d'aboutir en 2022 à un taux d'IS de 25%, cet objectif est maintenu. Et donc en 2021, nous allons avoir effectivement le taux de l'IS qui va passer pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède, et vous le voyez à l'écran, qui excède 10 millions d'euros, va passer à 27,5%, alors que ce taux est aujourd'hui de 28 ou 31%. De la même manière et corrélativement, le taux de retenue à la source qui s'applique aux revenus de source française en l'absence de convention fiscale internationale va également et lui aussi être amené progressivement à 25% et donc sera de 27,5% pour l'année 2021. Alors cela étant, la vraie bonne nouvelle de cette loi de finances, c'est la consécration du taux de l'intérêt de retard à 2,4%. Alors comme vous le savez, le taux de l'intérêt de retard qui est dû en cas de rehaussement fiscal ou qui est dû également par l'administration fiscale en cas de dégrèvement avait été ramené de 4% à 2,4%, mais il s'agissait d'une mesure temporaire. Eh bien, bonne nouvelle, cette mesure n'est plus temporaire et le taux d'intérêt est désormais définitivement, sauf nouvelle disposition bien entendu, de 2,4%. Alors cette belle nouvelle étant annoncée, nous allons poursuivre avec une mesure qui était attendue et qui fit suite à un arrêt du Conseil d'État et qui est relative aux opérations de réduction de capital. Alors Julien, en 2 mots, peux-tu nous dire de quelle mesure il s'agit ? Bonjour à tous. Alors la première mesure concerne l'extension de l'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital. Donc pour rappel, les moins-values de cession de titres sont uniquement imputables sur des plus-values de même nature réalisées au titre de l'année en cours ou des 10 années suivantes, le cas échéant. En revanche, les moins-values dégagées dans le cadre d'une annulation de titre en vue d'une réduction de capital ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature,
à l'exception prévue à l'article 150 OD12 du Code général des impôts pour les sociétés en procédure collective. Donc la doctrine administrative précisait que cette imputation des pertes était uniquement possible pour les sociétés en procédure collective. Et donc on avait un décalage entre le droit des sociétés et le droit fiscal, dans la mesure où une société pouvait être contrainte d'annuler ses titres dans une hypothèse autre qu'une procédure collective. C'était le cas par exemple pour les SA, les SARL ou les SAS. Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés ont soit la possibilité de décider de la dissolution anticipée de la société, soit ont la possibilité de reconstituer les capitaux propres de la société dans un délai de 2 ans. Si à l'issue de ce délai de 2 ans, la société n'a pas été en mesure de reconstituer ses capitaux propres, les associés sont tenus de réduire le capital à zéro par annulation totale des titres. Lorsque les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres. Alors en 2019, on a un contribuable qui a déposé un recours pour excès de pouvoir au motif que l'imputation des pertes n'était pas possible que dans le cas où l'annulation des titres était réalisée dans le cadre d'une procédure collective et donc que le refus d'admettre l'imputation des pertes était discriminatoire en application de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 22 novembre 2019, a fait droit à la demande du contribuable en jugeant que ne se trouvait pas dans une situation suffisamment différente des contribuables annulant des titres dans le cadre d'une procédure collective et des contribuables tenus d'annuler les titres dans le cadre d'une réduction totale du capital, lorsque les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres. Donc le Conseil d'État a annulé cette doctrine administrative et la loi de finances 2021 a tiré les conséquences de cet arrêt et permet dorénavant une imputation des pertes constatées dans le cadre d'une annulation de titres, dans le cadre d'une réduction totale du capital, lorsque les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres. Alors c'est une bonne nouvelle s'agissant des entreprises qui sont tenues de faire des opérations dites de coup d'accordéon. Mais concrètement, quelle est la date d'application de ces nouvelles dispositions? Alors, à défaut de précision dans le texte, cet article s'applique aux pertes subies depuis le 1er janvier 2020, étant précisé que pour les contribuables, que pour les pertes subies avant cette date, les contribuables auront toujours la possibilité de se prévaloir de cette jurisprudence dans la limite du délai général de réclamation. Merci. Alors, s'agissant cette fois des mesures de soutien aux entreprises destinées à faire face à la crise sanitaire, quelles sont les mesures phares de la loi de finances? Alors, la première mesure qu'on voulait évoquer, c'est la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs. Alors, la réévaluation libre des actifs, c'est une opération comptable qui est prévue par le Code de commerce. C'est un mécanisme qui existe depuis le début des années 80, qui était en pratique peu utilisé par les entreprises, dans la mesure où l'écart de réévaluation est comptabilisé en capitaux propres et entraîne une variation d'actifs nets taxables dans les conditions de droit commun. Donc ce mécanisme comptable ne change pas, c'est-à-dire que la réévaluation doit concerner tous les actifs, corporels et financiers, à l'exclusion des actifs incorporels, des valeurs mobilières de placement et des stocks. Et donc, cette option était rarement utilisée par les entreprises. Dorénavant, fiscalement, l'entreprise aura la possibilité de ne pas prendre en compte cet écart de réévaluation dans son résultat imposable. Alors, en contrepartie de cette neutralité fiscale, il y a 2 obligations. La première, c'est de calculer les plus ou moins de values de cession relatifs à la cession d'actifs non amortissables d'après leur valeur non réévaluée, à l'instar d'un sursis d'imposition. Et la deuxième obligation, c'est de réintégrer extra-comptablement cet écart de réévaluation relatif aux immobilisations amortissables sur un délai de 15 ans pour les constructions et sur un délai de 5 ans pour les autres immobilisations, ce qui revient à étaler l'imposition de cet écart de réévaluation. Alors, c'est un régime optionnel, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir renoncer à cette option. Certaines entreprises n'auront pas intérêt à opter pour la neutralisation fiscale, dans le cas par exemple où elles réalisent des pertes au titre de l'exercice, ou alors lorsqu'elles disposent de déficits reportables qu'elles vont pouvoir imputer sur l'écart de réévaluation. Alors, ce dispositif va s'appliquer pour les exercices qui seront clos à quelle période? Alors, ça va s'appliquer pour la première réévaluation libre au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Et il y a quelques contraintes. La première, c'est qu'il va falloir une valorisation
des actifs qui pourra être challengé par l'administration fiscale et les commissaires aux comptes. Et la deuxième, c'est une obligation déclarative, c'est-à-dire que les sociétés vont devoir joindre à leur alias fiscal un état de suivi, à l'instar de celui qui existe en matière de fusion. Alors, à noter également que cette disposition va permettre d'améliorer les capitaux propres des sociétés. Donc, ça va avoir un impact en matière de sous-capitalisation en application du nouveau dispositif général de déductibilité des charges financières. Et deux points en suspens qu'on voulait rappeler. Le premier concerne les actifs qui ont fait l'objet d'amortissements dérogatoires. À ce jour, le texte ne prévoit pas de neutralisation de la reprise de ces amortissements dérogatoires. Et le deuxième point, en matière de participation des salariés, où on n'a pas de précision encore dans la loi, mais selon nous, cet écart de réévaluation ne devrait pas être pris en compte pour calculer la participation des salariés. Donc sur ce point, on attendra avec intérêt les commentaires de l'administration. Merci. Est-ce que dans la loi de finances, il y a d'autres mesures qui permettent effectivement aux entreprises d'améliorer leurs fonds propres? Oui, tout à fait. La deuxième mesure phare de cette loi de finances, sur le volet amélioration des fonds propres, concerne la possibilité d'étaler l'imposition de la plus-value de cession d'un immeuble dans le cadre d'une opération de cession-bail ou sale and leaseback. Alors, on parle de la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble, dont l'entreprise retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier. L'objectif de cette cession est de permettre à la société de conserver la jouissance de l'immeuble tout en dégageant une trésorerie, un effet sur sa trésorerie. Alors, la règle actuelle, c'est une imposition immédiate de cette plus-value de cession. La loi de finances prévoit un étalement de cette plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail immobilier avec une durée maximum de 15 ans. Ça va concerner les immeubles bâtis ou non, affectés à une activité commerciale, libérale, agricole, industrielle ou libérale, et sont exclus les immeubles de placement, sauf pour les sociétés qui ont recours au sein d'un groupe à une société de gestion, une société foncière de gestion du patrimoine immobilier. Ça va viser les cessions réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, mais qui sont précédées d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022. C'est-à-dire que ce ne sera pas applicable pour les cessions réalisées au cours de l'exercice 2020. Alors très bien, mais est-ce qu'on pourra ensuite mettre fin à cet étalement et à cette option? Alors, il sera mis fin automatiquement à cet étalement lors de la levée d'options d'achat afférente au contrat de crédit-bail immobilier ou en cas de résiliation du contrat de crédit-bail immobilier. Et dans cette hypothèse, le solde de la plus-value demeurera imposable l'année de cession ou l'année de la levée d'options d'achat. Alors merci Julien, je crois que dans la loi de finances, il existe également un certain nombre de mesures qui ont pour objet de soutenir la trésorerie des entreprises, non plus les fonds propres. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est l'extension de deux dispositifs fiscaux qui vont permettre de soutenir la trésorerie des entreprises en procédure de conciliation. Alors la procédure de conciliation, ça concerne les entreprises qui éprouvent une difficulté économique, juridique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne sont pas en état de cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Donc, sur les deux mesures, la première mesure, ça va permettre aux entreprises de demander le remboursement anticipé de leurs créances de carry-back ou report en arrière. Alors, le mécanisme de carry-back, c'est un mécanisme qui va permettre d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite du bénéfice non distribué et dans la limite de 1 million d'euros. Ce mécanisme, il fait naître une créance sur le trésor qui peut être imputée au titre des 5 exercices suivants, sachant qu'à l'expiration de ce délai de 5 ans, la créance non imputée peut être remboursée à l'entreprise. On a une exception qui existe déjà, qui concerne le remboursement anticipé pour les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective dès la date du jugement d'ouverture de cette procédure. La loi de finances 2021 prévoit uniquement une extension de cette exception aux entreprises dans le cadre d'une procédure de conciliation, étant précisé que l'impact de cette mesure est relativement limité, dans la mesure où la troisième loi de finances rectificative pour 2020, destinée à faire face à la crise sanitaire, avait déjà permis à l'intégralité des entreprises de demander le remboursement de leurs créances de carry-back non imputées. Et cela va s'appliquer aux créances constatées à compter du 1er janvier 2021.
La deuxième mesure, qui concerne encore l'extension aux sociétés en procédure de conciliation, ça concerne les abandons de créances à caractère commercial. Pour rappel, pour qu'un abandon de créances à caractère commercial soit déductible, il faut qu'il constitue un acte de gestion normal. Et la preuve du caractère normal de cet abandon de créances est apportée par la réunion de deux conditions. L'aide a été consentie dans l'intérêt de l'entreprise et l'aide trouve son fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante. En revanche, pour les entreprises en procédure de sauvegarde ou de redressement, on a une présomption de normalité des abandons de créances consentis. Donc la loi de finances va prévoir une extension de cette présomption de normalité aux abandons de créances consentis aux sociétés en procédure de conciliation. Et donc la déduction ne sera pas subordonnée à la condition que l'entreprise créancière ait agi dans son propre intérêt. Et cela va s'appliquer également aux abandons consentis à compter du 1er janvier 2021. Alors merci beaucoup Julien pour ces explications des principales mesures qui finalement permettent aux entreprises de renforcer leurs fonds propres ou d'améliorer leur trésorerie. Et avant de passer la parole à Jérôme pour parler de fiscalité locale et de contribution économique, quelques mots sur le crédit d'impôt recherche. Alors, le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif qui, heureusement, va être maintenu, qui est très, très critiqué par nos voisins européens et pas que. Cela étant, et néanmoins, une nouvelle fois, il va subir une nouvelle limitation, et une nouvelle fois une limitation qui concerne les dépenses de sous-traitance. Alors certes, et contrairement à ce qui avait été adopté dans le cadre de la loi de finances de l'année dernière, la mesure qui vise cette année la sous-traitance n'est pas une mesure anti-abus. Mais néanmoins, cette mesure a pour objet finalement de répondre à une discrimination, plus particulièrement de répondre à la différence de traitement qui était faite entre les dépenses sous-traitées aux organismes de recherche avec les dépenses qui étaient sous-traitées aux organismes de recherche privés. De manière simple, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, les dépenses qui seront sous-traitées aux organismes de recherche publics seront traitées de la même manière que les dépenses qui sont sous-traitées auprès des organismes de recherche privés, ce qui signifie que ces dépenses ne seront plus prises en compte pour le double de leur montant, qu'elles seront également prises en compte dans la limite de 3 fois leur montant, qu'elles seront plafonnées à 10 millions et non plus à 12 millions. Et autre mesure, les organismes de recherche publics devront désormais, comme les organismes de recherche privés, être agréés. Et cette disposition s'applique à compter des dépenses qui seront engagées au 1er janvier 2022. Alors Jérôme, ce focus étant fait sur le crédit d'impôt recherche, les dispositions de la loi de finances comportent également un certain nombre de mesures en matière de fiscalité locale et plus particulièrement en matière de CET, qui est par définition l'impôt de production qui frappe parfois le plus durement les entreprises. Peux-tu nous donner quelques explications à ce sujet ? Avec plaisir Stéphanie, merci. Bonjour à tous. Donc, de façon générale, les principaux impôts de production en termes de montant sont la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CFE, cotisation foncière des entreprises, et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il faut savoir que les impôts de production sont par définition déconnectés des performances économiques des entreprises qui les payent indépendamment de leur résultat, que celui-ci soit bénéficiaire ou déficitaire. Donc, ce sont des impôts qui sont, on va dire, injustes aux yeux de beaucoup d'entreprises. Et il faut savoir qu'en France, le niveau de ces impôts de production par rapport à beaucoup de pays européens est très élevé. Et hormis la Grèce, la France fait partie des États les plus lourds en termes d'impôts de production. Donc en mettant en œuvre une partie du plan de relance qui avait été annoncé en septembre par le gouvernement, eh bien, la loi de finances vient réduire ces impôts de production. Et donc, il y a différentes mesures qui ont été prises et qui seront parmi les mesures les plus impactantes dès 2021 pour beaucoup d'entreprises. Alors concrètement, pourrais-tu nous indiquer en quoi consistent ces mesures ? Oui, bien sûr. Donc, comme l'on sait, la CET, contribution économique territoriale, est composée des deux cotisations que sont la CFE et la CVAE. En synthèse, on va distinguer des mesures qui concernent essentiellement les entreprises exploitant des établissements industriels, donc en matière à la fois de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties, et également des mesures qui concernent la généralité des entreprises en matière de CVAE et de plafonnement de la CET. Alors, en ce qui concerne les établissements industriels, que réformes effectivement sont adoptées en matière de CFE et de taxe foncière ?
Alors, pour ces établissements industriels relevant de la méthode dite comptable, eh bien, nous avons une baisse de moitié de la base imposable. Concrètement, les établissements industriels sont imposés sur la base de leur valeur locative. Et cette valeur locative dépend des différents éléments passifs de taxes foncières qui sont à la fois des constructions, des terrains, et on affecte à ces différents éléments, à la valeur d'origine comptable de ces éléments, des taux d'intérêt qui sont notamment liés à la date d'acquisition de ces éléments. Eh bien, la loi de finances pour 2021 vient diviser par deux eh bien, le taux d'intérêt qui est appliqué à la valeur locative. Et donc, mécaniquement, cela va réduire par deux la base imposable en matière de CFE et de taxes foncières sur les propriétés bâties dès 2021 de ces établissements industriels. Alors, en matière de CVAE, tu indiquais effectivement qu'elle allait concerner l'ensemble des entreprises. Mais de quoi s'agit-il ? En matière de CVAE, eh bien, il faut rappeler que la CVAE, il y a un taux d'imposition maximal théorique qui est de 1,5%. Et ce taux théorique fait ensuite l'objet d'un dégrèvement dit barémique par différence avec le taux effectif d'imposition. Ce taux effectif d'imposition est fonction du chiffre d'affaires et eh bien, donc, en fonction du différent chiffre d'affaires que va faire chaque entreprise, le taux effectif sera plus ou moins élevé. Eh bien, ici, la loi de finances vient diviser par deux le taux d'imposition, que ce soit le taux théorique de 1,5% qui va passer à 0,75% ou le taux effectif qui va lui-même être divisé par deux. Et par ailleurs, je précise que le taux et la méthode de consolidation du chiffre d'affaires dans les groupes dits économiques continue d'être appliquée. Cette mesure n'a pas été modifiée par la loi de finances pour 2021. Également, d'autres ajustements sont prévus. Notamment, il y a le seuil d'assujettissement aux acomptes de CVAE. Ce seuil est réduit de moitié. Il était auparavant de 3 000 €, il passe à 1 500 € à compter de la CVAE 2022. Et puis, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE est, lui, multiplié par 2 pour rester constant. Alors, parmi les nouvelles mesures, il y en a un certain nombre qui visent toutes les entreprises et qui sont relatives aux exonérations en matière de CFE et de CVAE. Quelques mots ? Oui, avec plaisir. Donc ici, il y a une nouvelle exonération possible qui est laissée à la discrétion des collectivités territoriales en matière de CFE et de CVAE lorsque l'on est en présence soit de création, soit d'extension d'établissement. Donc c'est une nouvelle exonération qui peut avoir une durée de 3 ans et qui est laissée donc à la volonté de chacune des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle est implanté un établissement d'une entreprise. Donc c'est une mesure bénéfique, mais laissée à la discrétion des collectivités. Alors, je crois également qu'il y a des mesures qui concernent le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Oui. Est-ce que là aussi, tu peux nous en dire quelques mots? Parce que je crois que ça intéresse toutes les entreprises. Tout à fait, tout à fait. Donc là, ce mécanisme du plafonnement a été... donc c'est un mécanisme qui est basé sur la valeur ajoutée de l'entreprise et qui permet aux entreprises qui ont à la fois une forte CVAE, une forte CFE, de plafonner le montant global de ces cotisations qui constituent la CET à 3% de la valeur ajoutée. Eh bien ici, la loi de finances pour 2021 vient réduire à 2% au lieu de 3% le plafonnement de cette contribution. Et ceci permet de donner toute son efficacité à la baisse de la CVAE qui a été décidée par la loi de finances, parce qu'à défaut, s'il n'y avait pas eu cette baisse de plafonnement, pour les entreprises qui plafonnent déjà leur CET, ça aurait pu induire une hausse mécanique de la CFE qu'elles sont par ailleurs amenées à payer. Alors, compte tenu de ces mesures dont tu viens de parler, cette réforme va-t-elle avoir un impact rapide ou non pour les entreprises? Oui, alors ça c'est très intéressant, c'est que dès 2021, il va y avoir un impact pour les entreprises. Donc pour les entreprises industrielles, effectivement, mais même pour la généralité des entreprises. Donc en matière de CVAE, typiquement, il va y avoir un impact que l'entreprise soit mensualisée ou ne le soit pas et verse des acomptes au 15 juin, au 15 septembre, eh bien concrètement, ces différents prélèvements, ces différents paiements vont être réduits de moitié. De la même façon, le solde qui sera dû de CVAE sera lui-même réduit de moitié. Donc il va y avoir un impact rapide en matière de CVAE pour la plupart des entreprises assujetties. Et en matière de CFE et de taxes foncières sur les propriétés bâties, qui visent essentiellement ici les mesures pour les établissements industriels, il y aura également un impact sur les acomptes, voire les prélèvements mensuels le cas échéant, et sur le montant final à payer pour ces différentes taxes dès 2021. Alors, est-ce que pour les entreprises, il y aura un impact immédiat sur les comptes qui ont été clos ce 31 décembre ?
Il peut y en avoir un. Il peut y en avoir un pour les entreprises ou les groupes de sociétés qui ont des problématiques d'impôts différés. Et il peut y avoir des ajustements d'impôts différés à réaliser en matière de CVAE compte tenu de la réduction de moitié du taux, effectivement. Alors, à côté de ces mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances, tu souhaitais évoquer une jurisprudence récente qui va permettre aux entreprises industrielles de réduire également leurs taxes locales. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une décision rendue par le Conseil d'État le 11 décembre 2020, société GKN Driveline, qui permet aux entreprises exploitant des établissements industriels de réduire leur base imposable, d'obtenir donc des dégrèvements pour 2020, voire de réduire pour le futur leur base imposable en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties et de CFE. Et qu'entend-on, parce qu'on parle d'établissement industriel, mais qu'entend-on finalement par établissement industriel qui est concerné? Alors, établissement industriel, il y a une définition qui n'a pas été modifiée par la loi de finances, donnée par le Code général des impôts. Il s'agit des bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d'importants moyens techniques. Ça peut être également des bâtiments et terrains qui servent à d'autres activités lorsque le rôle des installations, outillages, moyens techniques est prépondérant. Alors concrètement, finalement, quand on parle d'établissement industriel, on a le sentiment qu'on parle des usines. Oui, effectivement, les usines font partie des établissements et du type d'activité ciblée. Il peut y avoir aussi des ateliers où s'effectuent à l'aide d'outillage des activités de transformation de matières premières, de fabrication d'objets. Cela peut désigner également les établissements où le rôle de l'outillage est vraiment très important, type des entreprises avec des engins de manutention de grande puissance ou des entreprises ayant des installations de stockage très importantes également. Donc finalement, cette définition d'établissement industriel est beaucoup plus large que les usines. Oui. Donc, et que faut-il retenir de cette décision? Qu'en faisons-nous? Alors, la portée de cette décision est la suivante, c'est que désormais, les outillages, les biens, ce qu'on appelle les biens d'équipement spécialisés qui désignent donc les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels sont exonérés de taxes foncières sur les propriétés bâties et de CFE s'ils sont spécifiquement adaptés aux activités industrielles de l'établissement. Et on n'exige plus une autre condition qui a auparavant été exigée, qui est celle de démontrer que ces éléments sont dissociables d'immeubles entrant dans le champ de la taxe foncière. Donc, finalement, on avait auparavant deux conditions, on en supprime une des deux, ce qui veut dire qu'on élargit le champ des exonérations et donc on ouvre la possibilité aux entreprises d'obtenir des dégrèvements. Alors oui, mais cela étant, quelles sont les préconisations qu'on peut effectivement donner par rapport à cette jurisprudence? Comment faut-il agir? Alors là-dessus, notre cabinet préconise les actions suivantes qui visent les entreprises industrielles. 3 étapes. La première étape, c'est d'identifier assez vite les équipements qui peuvent être concernés par cette jurisprudence en tenant compte de la nature des immobilisations, de leur valeur d'origine et de leur date d'entrée au bilan. Donc faire un examen assez détaillé de ces différents éléments. Ensuite, compte tenu de ces équipements, le cas échéant, évaluer les montants des dégrèvements que l'on peut obtenir et éventuellement aussi des réductions de base imposables pour le futur. Et dernière étape, une fois que tout ça a été fait, présenter autant de réclamations fiscales auprès des services fiscaux que nécessaire en matière de CFE et de taxes foncières sur les propriétés bâties dans le délai imparti par la loi qui est en principe assez court, c'est-à-dire 1 an ou plus exactement le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle en matière de CFE ou de taxes foncières sur les propriétés bâties. Alors, merci beaucoup Jérôme pour ces explications. Et avant d'aborder les questions de fiscalité indirecte et les mesures en matière de fiscalité indirecte, une dernière mesure qui concerne toujours les entreprises et qui mérite peut-être quelques mots, et qui sont des 2 mesures en fait qui ont pour objectif de répondre à l'actuelle crise sanitaire et qui visent les bailleurs et plus particulièrement les abandons de loyers ou les renonciations au recouvrement de loyers qui ont pu être accordés par ces bailleurs. Alors en fait, il y a 2 mesures. Une première mesure qui n'est qu'une prorogation de ce qui avait été effectivement décidé dans le cadre des dispositions qui avaient été adoptées cet été et qui permet aux bailleurs de pouvoir déduire de leur résultat fiscal les abandons de loyers qui ont été consentis. Et cette mesure est prorogée aux abandons de loyers qui seront consentis jusqu'au 30 juin 2021. Autre mesure qui concerne les bailleurs, alors qui est une mesure un peu flash et qui a également pour objet de répondre à la crise sanitaire et qui concerne
tous les bailleurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé ou de droit public, qui bien entendu disposent de locaux situés en France, qui accordent effectivement des abandons de loyer ou des renonciations à percevoir le loyer, mais uniquement le loyer du mois de novembre 2020, à certains locataires et qui pourront à ce titre bénéficier d'un crédit d'impôt qui sera égal au montant du loyer du mois de novembre 2020 qui aura été abandonné. Et ce crédit d'impôt sera égal à 50% du montant du loyer abandonné dans la limite de 800 000 euros. Alors, je crois que nous avons pu évoquer l'ensemble des mesures applicables en matière effectivement, de fiscalité directe des entreprises et je vous remercie encore Julien et Jérôme. Et nous allons effectivement maintenant accueillir Jean-François de Fude, qui est avocat associé du bureau de Montpellier, pour parler cette fois-ci de fiscalité indirecte et plus particulièrement de TVA. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Nous allons effectivement maintenant aborder les volets TVA de la loi de finances pour 2021. Et force est de constater que effectivement, les mesures qui sont votées dans le cadre de cette loi de finances sont finalement assez maigres. Et il y a assez peu de choses qui impactent la TVA, si ce n'est quand même quelques mesures qu'on va aborder aujourd'hui qui vont avoir un impact plutôt sur les obligations et les organisations des entreprises pour répondre à ces obligations. Évidemment, engendrer quelques chantiers à engager à court et moyen terme. Alors peut-être avant d'aborder ces mesures, une actualité sur le Brexit, même si on ne peut pas parler de fiscalité indirecte, je pense, sans parler du Brexit. Donc quelques mots, ça fait J+14 maintenant, donc pratiquement. Alors exactement, J+14 avec un accord qui a été arraché à la fin de l'année dernière, et évidemment avec des conséquences en matière de gestion de flux de marchandises et par conséquent des conséquences en matière de TVA. Alors je pense qu'il est intéressant d'aborder ce sujet sous deux aspects. Un premier aspect financier, quelles sont les conséquences financières de ce deal, et puis le deuxième aspect, c'est un aspect organisationnel, quelles sont les conséquences quant à la gestion de ces flux. Sur l'aspect financier, la bonne nouvelle, c'est que finalement l'accord conduit à la non-application de droits de douane, ce qu'on craignait dans le cadre de no deal, mais là pour le coup on n'a pas de droits de douane, donc pas d'incidence sur le plan financier, pas de révolution quant à la gestion de ces flux sur cet aspect-là. Par contre, sur la partie organisationnelle, évidemment, il va y avoir un certain nombre d'impacts du fait de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, il y en a certains qui sont plutôt, certaines conséquences qui sont plutôt évidentes, qui sont facilement appréhendables, et d'autres moins. La première conséquence, c'est évidemment les obligations déclaratives, puisqu'on va avoir l'obligation de déclarer l'ensemble des flux de marchandises à l'importation et à l'exportation, et potentiellement d'obtenir un certain nombre d'autorisations quant à la réalisation de ces flux, que ce soit des autorisations phytosanitaires ou des biens à double usage, par exemple, pour lesquels il faudra faire une démarche. Par contre, donc ça c'est assez évident et assez bien maîtrisé par les entreprises. Par contre, d'autres conséquences sont un peu plus éloignées, donc peut-être un peu moins appréhendées. C'est bien évidemment la mise à jour de ces systèmes d'information. L'évidence, c'est la mise à jour de ces mentions sur facture, par exemple, puisqu'on va, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, premier point. Deuxième point, c'est aussi tracer l'origine de ces biens qui rentrent dans sa propre production pour déterminer s'il y a une origine préférentielle ou non. C'était géré avant, mais il va falloir continuer à le faire. Et puis le dernier point, qui est peut-être le moins évident, c'est les conséquences de la politique de prix de transfert sur la TVA, tout simplement parce que désormais nous allons réaliser des importations avec le Royaume-Uni et que la base d'imposition en matière de TVA va être constituée par la valeur en douane qui est impactée par la politique de prix de transfert des groupes. Alors merci Jean-François pour ces précisions sur le Brexit. Maintenant rentrons effectivement sur le sujet TVA. Donc s'agissant tout d'abord du e-commerce, il y a une disposition de la loi de finances qui prévoit un report de l'entrée en vigueur de la réforme. Mais qu'en est-il exactement de ce report et quel est le réel impact ? Alors, effectivement, on a l'article 51 de la loi de finances, comme on le disait tout à l'heure, qui a un impact sur l'organisation des entreprises et qui concerne le e-commerce ou le marketplace. On avait une obligation qui était donc prévue par la précédente loi de finances qui devait entrer en vigueur au 1er janvier donc de cette année 2021. Compte tenu de la période un peu particulière qu'on vit, on a effectivement un article qui repousse cette obligation au 1er juillet, donc avec un décalage de 6 mois. Rappelons quand même dans les grands principes en quoi consiste cette évolution réglementaire. Le premier grand principe, c'est effectivement de lutter contre la fraude. On parle de marketplace dont l'origine des biens vient un petit peu partout dans le monde. On pense évidemment à la Chine, aux États-Unis, etc. Donc il y a la lutte contre la TVA, contre la fraude à la TVA, bien évidemment. Et puis le deuxième point, c'est aussi assurer la compétitivité des entreprises,
notamment françaises, qui iraient sur ce marché-là vis-à-vis des entreprises étrangères. Cette évolution réglementaire concerne les biens de faible valeur, donc les biens inférieurs à 150 €, donc on est vraiment sur un commerce B2C, d'accord, pour lesquels la TVA doit être payée dans le pays de destination. Et la réforme impose aux entreprises de s'assurer que cette TVA est effectivement payée dans le pays de destination. Notons toutefois quand même que ce décalage de 6 mois ne concerne pas le UK et cette obligation est applicable depuis le 1er janvier de cette année, compte tenu de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, autre point, la loi de finances prévoit la possibilité pour les entreprises de mettre en place maintenant des groupes TVA. De quoi s'agit-il et est-ce que finalement c'est une réelle opportunité ? Alors effectivement, cette loi de finances met en œuvre ou met en place la possibilité en fait, de mettre en place un groupe TVA, qui est une révolution dans la gestion de la TVA par les entreprises. Et la question, c'est effectivement, est-ce que c'est une opportunité ou pas pour les entreprises ? Rappelons quand même le principe du groupe TVA. Le groupe TVA est la possibilité pour les entreprises sur option, donc c'est vraiment laissé à la libre appréciation des entreprises, d'opter à partir du 1er janvier 2023, donc effet 1er janvier 2023, possibilité d'opter à compter du 1er janvier 2022, de définir au sein d'un groupe de sociétés liées un assujetti unique qui aura les obligations déclaratives pour l'ensemble des sociétés membres du groupe TVA. Par contre, la conséquence, c'est que tous les flux intra-groupe TVA seront exonérés de TVA. Donc la question, c'est est-ce véritablement une opportunité pour les entreprises ou pas ? Je crois qu'il convient de distinguer deux types de sociétés. Les sociétés pour lesquelles le droit à récupération est de 100%, et celles pour lesquelles le droit à récupération n'est pas de 100%. Pour celles pour lesquelles le droit de récupération est à 100%, on peut d'ores et déjà dire que ça n'est pas forcément une opportunité pour deux raisons. La première raison, c'est une dimension organisationnelle. C'est-à-dire, est-ce que le groupe TVA ne va pas venir complexifier ses obligations déclaratives en matière de TVA ? Et on sait ô combien c'est difficile de suivre l'ensemble des flux et de maîtriser ces déclarations de TVA. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, comme on disait tout à l'heure, exonération des flux intra-groupe TVA, par conséquent, zone de frottement avec la taxe sur les salaires. Donc potentiellement, un impact financier. A contrario, pour les entreprises qui ne bénéficient pas d'un droit à récupération de 100%, c'est une réforme qui est attendue depuis très longtemps, notamment pour le secteur banque, finance et assurance, et pour lesquelles potentiellement il y a une véritable opportunité. Alors, compte tenu de l'auditoire aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de la mise en œuvre de ces nouvelles possibilités, de cette option possible pour les entreprises. Et j'invite toutes les personnes intéressées à s'inscrire donc à la présentation de loi de finances qui aura lieu jeudi prochain, le 14, et qui sera spécifique pour le secteur banque, assurance, finance, et au cours de laquelle ce dispositif sera détaillé. Merci Jean-François. Alors, l'année dernière était apparue dans la loi de finances la volonté du gouvernement de modifier profondément les modalités de facturation et volonté que l'on voit de nouveau apparaître dans cette loi de finances et concrètement on parle de facturation électronique. Donc quelques mots là aussi. Oui, c'est intéressant de voir quelle direction prend le législateur et donc l'administration fiscale en la matière. Et puis, c'est la suite logique de ce qui a été voté l'année dernière. Rappelons quand même sur un plan chronologique, l'année dernière, le législateur, le gouvernement, a exprimé le souhait d'imposer la facturation électronique entre assujettis à la TVA, de la même manière que ce qu'on connaît aujourd'hui vis-à-vis des collectivités publiques, et donc, sans prendre de mesures, a donné un calendrier de réalisation de cette obligation. L'année dernière, il y a eu un certain nombre de consultations vis-à-vis des professionnels, et à la fin de cette consultation, un rapport a été émis par la DGFiP précisant quelles étaient les modalités qui potentiellement pouvaient être mises en œuvre. Là, dans la loi de finances, on voit apparaître l'article 195 qui nous précise que le gouvernement est désormais habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette réforme dans un délai de 9 mois. Donc calendrier qui est assez court. Donc ça veut dire que d'ici 9 mois, la DGFiP va continuer à consulter les professionnels et va déterminer quelles sont les modalités pratiques de mise en œuvre de la facturation électronique. Rappelons quand même quels sont les objectifs. C'est là où c'est intéressant. Il y a des objectifs qui sont vertueux pour les entreprises et puis il y a aussi, je dirais, un pendant un peu plus répressif. Donc les objectifs de l'administration, c'est de faciliter les obligations déclaratives des entreprises. Deuxième, ce qui est plutôt vertueux. Un deuxième objectif, c'est de fiabiliser et de rendre moins coûteux la gestion des factures par les entreprises en imposant cette facturation électronique. On sait très bien que la mise en œuvre de la dématérialisation des factures conduit à sécuriser ses relations avec les tiers et coûte moins cher que la gestion d'une facture papier.
le troisième objectif, c'est d'avoir des informations en temps réel sur l'activité des sociétés. Et le dernier objectif, c'est bien évidemment de lutter contre la fraude à la TVA en mettant en place un certain nombre de contrôles continus. Alors concrètement, comment ça va se passer? Alors techniquement, on manque encore de précision. Mais l'idée générale est que tout assujetti devra transmettre une facture à son client, bien évidemment, de manière dématérialisée, mais en parallèle, un double flux sera adressé à l'administration fiscale pour l'informer des données, des factures qui ont été émises à ses clients. Alors, on parlait tout à l'heure de faciliter l'obligation déclarative des entreprises. Aujourd'hui, cette obligation ne porterait que sur les relations B2B en domestique. Ça veut dire que l'administration ne disposerait pas de tous les éléments permettant de pré-remplir les déclarations de TVA des entreprises. Donc en conséquence, en parallèle, il y aura une obligation de e-reporting qui consistera à communiquer à l'administration fiscale les données complémentaires, c'est-à-dire la facturation ou les relations B2C, les relations B2B non domestiques, les délais de paiement ou les dates de paiement des factures pour l'exigibilité sur les prestations de services, toutes ces informations qui permettront à l'administration fiscale de pré-remplir les déclarations. Tout ce que l'on sait aujourd'hui en termes de calendrier, c'est le calendrier qui a été défini l'année dernière dans le cadre de la loi de finances, c'est-à-dire une obligation d'accepter les factures électroniques pour l'ensemble des entreprises à compter du 1er janvier 2023 et une obligation d'émettre des factures sous format dématérialisé entre le 1er janvier 2023 et 2025 selon la taille de l'entreprise. Donc il y a en fait finalement encore des questions en suspens. En fait, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est les modalités pratiques de mise en œuvre de cette réforme, tout simplement parce que les assujettis qui vont émettre des factures vont avoir l'obligation d'émettre des factures au travers de plateformes, d'une ou plusieurs plateformes en fonction des relations. Bien évidemment, ça pose des questions sur le plan technique, ça pose des questions sur le plan des acteurs qui vont pouvoir répondre ou accompagner les entreprises sur ce secteur-là. Et l'administration fiscale, comme on le disait tout à l'heure, continue à consulter les professionnels de manière à déterminer la meilleure solution possible, la moins contraignante pour les entreprises et la plus pertinente pour atteindre les objectifs qu'on citait tout à l'heure. Je crois qu'une ordonnance est attendue pour le mois de septembre. Alors effectivement, comme on disait tout à l'heure, l'administration fiscale, en tout cas l'article 195 de la loi de finances, laisse 9 mois donc, au gouvernement pour prendre toute disposition sur la mise en œuvre de cette obligation. 9 mois, ça nous mène à septembre. Donc on devrait forcément avoir quelque chose au mois de septembre. Au mois de septembre. Merci beaucoup Jean-François. Donc au-delà de toutes ces mesures que nous avons abordées qui concernaient la fiscalité des entreprises, la fiscalité des personnes, nous souhaitions également, et au-delà des dispositions de la loi de finances, évoquer un certain nombre de jurisprudences ou évoquer un certain nombre de sujets que nous considérons d'actualité. Et pour ce faire, nous souhaitions notamment aborder 2 décisions jurisprudentielles et j'accueille pour ce faire donc Pierre-Emmanuel, à nouveau, et Sylvain Gagneux, qui est avocat associé au sein de notre bureau de Lyon. Alors, peut-être pour commencer, Pierre-Emmanuel, quelques mots sur des avancées jurisprudentielles en matière de pacte du trade, donc de transmission d'entreprises familiales, et autour du sujet des holdings animatrices. Alors, 2020 est un très très bon cru pour le Dutreil, Stéphanie. Il faut bien comprendre que le pacte Dutreil, ce qu'on appelle le Dutreil, est un très fort mécanisme d'incitation à la transmission des entreprises. Et on sait que la transmission de l'entreprise est un point très important pour sauver nos entreprises, parce que si on a une fiscalité qui est trop lourde dans la transmission de l'entreprise, eh bien les héritiers doivent faire face à des charges fiscales importantes et vont aller parfois devoir grever les finances de l'entreprise pour payer les droits de succession. Dans son infinie sagesse, le législateur a octroyé une niche fiscale très conséquente, puisqu'on parle d'un abattement de 75% sur la valeur de l'entreprise. Mais ce texte a posé des problèmes, et notamment pour les holdings, parce que beaucoup de nos entreprises sont formatées sous une forme de holding qui détient plusieurs participations. Et donc, quand on a une seule société qui a une activité économique, on comprend bien qu'elle est économique, qu'elle exerce une activité, mais quand on a une holding qui a plusieurs filiales, il se peut que certaines des filiales ne soient pas aussi économiques que d'autres, ou aussi animées que d'autres, ou soit des participations croisées, ou ainsi de suite. Et donc on avait une vraie difficulté d'application du régime, et là le législateur avait laissé des textes qui étaient clairs, et la doctrine administrative derrière. Le Conseil d'État, première décision en 2020, il poursuit son avancée jurisprudentielle entamée en 2018, et vient dire 2 choses très importantes. La première chose, c'est que
une holding mixte, c'est-à-dire qu'il y a une activité d'animation et à côté d'autres activités, eh bien, peut être éligible à ce régime dès lors que l'activité éligible est prépondérante. Et ça, c'est le premier point très important. Et ensuite, ce que nous dit le Conseil d'État, en annulant la doctrine administrative, c'est que ce caractère d'animation va s'apprécier en fonction d'un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices déterminé d'après, nous dit le Conseil d'État, la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice. Deuxième décision très importante qui va arriver en octobre 2020, qui va venir maintenant de la Cour de cassation, eh bien, qui va reprendre exactement les mêmes décisions que le Conseil d'État pour nous dire de nouveau deux choses. D'abord, c'est que l'article 787 B du Code général des impôts s'applique aux sociétés holding mixtes, de par l'application de la loi elle-même et non pas de par l'application de la doctrine. Ensuite, la prépondérance s'apprécie de nouveau, encore une fois, comme le Conseil d'État, à travers un faisceau d'indices. Et la Cour de cassation a été prise sur un sujet qui est un des points sur lesquels on peut regarder s'il y a une prépondérance ou pas de prépondérance, et c'était la notion d'actif. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, quand on prend l'actif de la société, il faut que la valeur vénale, et non pas la valeur comptable, des filiales animées représente plus de 50%. Donc 2020 est un très bon cru pour le Dutreil, et nos entrepreneurs voient ici maintenant la possibilité encore de songer à la transmission de leur entreprise, et donc de faciliter leur poursuite après leur décès. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Alors, autre sujet d'actualité, et je vais passer la parole à Sylvain, donc, qui concerne Daxis, dont on parle depuis maintenant un certain nombre de temps. Alors, est-ce que cette fois, ça y est, on y est? Bonjour à tous et bonne année. Et c'est vrai que Daxis commence à être un sujet déjà relativement ancien, puisque cette obligation déclarative provient de la directive du 25 mai 2018. Alors, pour rappel et à titre très synthétique, Daxis impose aux intermédiaires, ou à défaut aux contribuables, de déclarer dans un délai de 30 jours auprès de l'administration fiscale française, donc 30 jours c'est un délai quand même extrêmement court, les schémas transfrontières potentiellement agressifs fiscalement. Alors, pour entrer dans le champ de l'application déclarative Daxis, il faut quoi? Il faut un dispositif, il faut qu'il soit transfrontière, donc qu'il concerne 2 ou plusieurs États, qu'il remplisse au moins un des 19 marqueurs prévus par la directive, et qu'il fasse intervenir un intermédiaire ou un contribuable, et enfin qu'il s'applique à un des impôts visés par la directive. Concrètement, ça veut dire tous les impôts, sauf la TVA, les droits de douane, les droits d'accise et les cotisations sociales obligatoires. Alors, à l'origine, les déclarations devaient être effectuées pour juillet 2020, mais la France, comme la plupart des pays de l'Union européenne, compte tenu de la pandémie, a décidé de reporter cette échéance à janvier 2021. Alors, janvier 2021, c'est maintenant. Est-ce que les entreprises qui n'ont pas effectué leur déclaration sont finalement déjà en retard? Alors, pas vraiment. Alors, c'est vrai que le compte à rebours a déjà commencé. Bon, aujourd'hui, on est le 12 janvier. Donc, on est à J+12 du 1er janvier, qui est le point de départ d'un délai de 30 jours pour déclarer les schémas, les dispositifs qui auraient été mis en œuvre ou prêts à être mis en œuvre depuis le 1er janvier 2021. Mais on est aussi à J-18 du 30 janvier, qui est la date butoir pour déclarer les dispositifs qui auraient été mis en œuvre ou prêts à être mis en œuvre entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Et enfin, et je dirais surtout, on est à J-47 du 28 février, qui est la date butoir pour déclarer les dispositifs qui auraient été mis en œuvre. Là, on ne parle pas des dispositifs qui seraient prêts à être mis en œuvre depuis le 25 juin 2018 jusqu'au 30 juin 2020. L'administration, dans ses derniers commentaires, a indiqué qu'elle mettait en place ces outils informatiques pour recevoir des dizaines de milliers de déclarations. Donc il est temps, si vous n'avez pas encore commencé à faire ces déclarations, de vous y atteler rapidement. Bon. Et si vous ne le faites pas, petit rappel des sanctions applicables, il y a, par défaut de déclaration, il est prévu une amende de 10 000 €, réduite à 5 000 € quand c'est la première infraction dans les 3 ans, et plafonnée par entité juridique par an à 100 000 €. Alors, il ne faut quand même pas s'arrêter à ces sommes qui peuvent paraître relativement modiques, parce que, comme je l'ai indiqué, les Daxis concernent des dispositifs transfrontières, donc qui concernent plusieurs États. Donc ces sanctions, elles se cumuleront dans les différents États concernés. Et il faut savoir que dans certains États, je pense par exemple à la Pologne ou aux Pays-Bas, les sanctions sont beaucoup plus lourdes que celles que l'on a en France.
Alors, est-ce qu'effectivement le Brexit, et donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, change quelque chose au niveau de Daxis? Ben, il n'aurait pas dû. Normalement, il ne devait rien changer, puisque le gouvernement britannique avait annoncé qu'il maintiendrait l'application du Daxis indépendamment du Brexit. Et puis, revirement de position du gouvernement britannique en fin d'année dernière. Et donc là, il a annoncé qu'il réduisait la portée du Daxis à seulement 2 marqueurs, ceux de la catégorie 2, D, qui sont l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs. Donc, tu vois, Stéphanie, on passe de 19 marqueurs à 2 marqueurs, donc un champ beaucoup plus réduit pour les entreprises britanniques et les dispositifs concernant les entreprises britanniques. Alors, merci pour ces précisions sur Daxis. Alors, autre point d'actualité qui n'est pas des plus simples, mais qui était important effectivement d'évoquer, qui est l'impossibilité pour les entreprises françaises d'imputer sur leur résultat fiscal les pertes subies par des filiales étrangères. Alors, est-ce que là aussi, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et où nous en sommes aujourd'hui? Alors oui, alors ça c'est un sujet vraiment très intéressant et puis qui peut avoir des enjeux tout à fait significatifs pour les groupes français. Alors tu sais que dans l'intégration fiscale, les pertes d'une filiale française peuvent s'imputer sur les profits de la société tête de groupe ou les profits des autres filiales françaises membres de l'intégration fiscale. Des contribuables ont tenté de demander l'imputation des déficits de filiales européennes en arguant de la discrimination entre filiales françaises et filiales européennes. En fait, en réalité, ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers. Et ça a donné lieu, parce qu'en Angleterre, il existe un régime comparable à l'intégration fiscale. Et donc, ça a donné lieu à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, une décision Marks & Spencer, qui est une décision fondatrice, une décision qui date de 2005. Donc, tu vois, ce n'est pas un sujet nouveau. Alors, que dit cette jurisprudence? Elle pose le principe de la possibilité d'imputer les pertes subies par les filiales européennes quand ces pertes sont devenues définitives. Alors, pour faire simple, il serait possible de remonter les déficits fiscaux des filiales européennes quand celles-ci ne peuvent plus les utiliser et ne peuvent plus les valoriser, alors notamment en cas de cessation d'activité de la filiale ou de sa liquidation. Alors ça paraît effectivement fantastique et extrêmement simple. Ça l'est moins, donc peux-tu effectivement nous apporter quelques précisions? Oui, effectivement, tu as raison. Pour les groupes français, l'application pratique de ce principe s'avère assez compliquée, et ce pour 2 raisons. La première, tout d'abord, si on regarde les décisions de jurisprudence qui, depuis 2005, ont abordé ce sujet, on constate que la Cour de justice de l'Union européenne a constamment réaffirmé ce principe de la possibilité d'imputer les pertes, parfois en l'atténuant, en le modulant, mais néanmoins une réaffirmation constante de ce principe. En revanche, si on regarde les décisions des juridictions françaises, on voit qu'il y a une grande réticence à admettre ce principe, voire une franche hostilité. Je citerai l'arrêt Agap du Conseil d'État de 2015 et beaucoup plus récemment la décision Lucien Barrière de la Cour d'appel administrative de Versailles de juin 2020, qui est quand même venue infirmer une décision qui, elle, était favorable du tribunal administratif de Montreuil. Alors, ce dernier arrêt de la Cour d'appel administrative de Versailles ne remet pas formellement en cause le principe d'imputation des pertes posées par la Cour de justice de l'Union européenne, mais il prend une approche tellement restrictive de la notion de perte définitive, celle qu'on pourrait imputer, qu'il vient de fait à vider de toute portée pratique ce principe d'imputation des pertes. Alors ça, c'est la première obstacle, il est quand même de taille. Le second obstacle, c'est autant la Cour de justice de l'Union européenne a posé le principe de l'imputation des pertes, autant elle n'en a pas défini les modalités. Et donc, quand on se lance là-dedans, ça soulève plusieurs incertitudes. Je citerai par exemple l'exercice d'imputation des pertes, ou de savoir à quel moment les pertes de ma filiale européenne sont devenues définitives. Alors ça peut également poser une question d'assiette. Est-ce que je peux imputer purement et simplement les pertes telles qu'elles ont été constatées dans le pays où est implantée ma filiale sur mon résultat fiscal, ou est-ce que je dois le retraiter selon les règles françaises? Ça fait partie des questions pratiques effectivement, et des problématiques que ça soulève. Alors finalement, que recommandes-tu aujourd'hui pour les entreprises françaises qui auraient des filiales qui ont subi des pertes à l'étranger et qui seraient a priori définitives? Que peuvent-elles faire? En l'état actuel, un groupe français qui veut se prévaloir de cette jurisprudence Marks & Spencer doit bien tout d'abord s'assurer qu'effectivement il remplit bien les conditions posées par cette jurisprudence Marks & Spencer, et donc, j'insiste dessus, que les pertes de sa filiale européenne sont bien définitives. Bon, ensuite, compte tenu de la position de l'administration fiscale française et des juridictions françaises que j'ai rappelées, il faut s'attendre quand même à partir sur une voie contentieuse, un contentieux qui peut être long et par définition aléatoire. Mais j'ai envie de recommander de maintenir la pression sur les juridictions françaises. Surtout que
quand un groupe est amené à fermer une filiale à l'étranger, souvent c'est que cette filiale ne marchait pas bien, avait généré des déficits. On voit rarement un groupe fermer une filiale bénéficiaire. Et donc le montant des pertes accumulées peut être important, auquel vient se rajouter les pertes de liquidation de sa filiale. Donc on peut avoir un montant de pertes tout à fait important, ce qui peut générer potentiellement une économie fiscale tout à fait significative. Donc pour conclure, il y a un calcul coût-gain potentiel à réaliser au cas par cas. Et effectivement, c'est un sujet passionnant pour les entreprises et pour lequel il y a encore beaucoup de questions. Donc je vous remercie Pierre-Emmanuel et Sylvain, tous les deux, pour ces explications sur l'actualité jurisprudentielle et sur quelques, effectivement, décisions importantes qui ont été prises au titre de cette année 2020. Avec plaisir. Alors, nous en avons fini avec cette présentation des principales mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances, tant pour les entreprises que pour les particuliers, sur cette actualité jurisprudentielle. Je vous remercie à tous de votre participation et n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous. Vous avez l'ensemble effectivement de nos coordonnées et nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions, puisqu'effectivement nous avons présenté en substance les grandes mesures, mais nous n'avons pas pu rentrer dans le détail et certaines ne sont pas toujours simples à appréhender, en espérant néanmoins qu'elles ont pu être comprises ce matin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.